Voilà, nous reprenons les travaux de cet après-midi. J'ai le plaisir de présenter Dominique de Fonréau, qui est conservateur général au musée du Louvre, directrice de la médiation et de la programmation culturelle dans cette même institution. Elle a été directrice du musée Eugène Delacroix de 2013 à la fin 2008 et a été pendant 5 ans chargée de mission auprès d'Henri Loirette pour la coordination scientifique du projet du Louvre à Abu Dhabi. Auparavant, elle a été conservateur au musée d'Orsay, en charge de la collection de photographies. Elle a été commissaire de très nombreuses expositions, dirigé et collaboré à de très nombreux catalogues et ouvrages, et publié plusieurs livres, notamment sur les relations entre peinture et photographie, ainsi que sur Eugène Delacroix. Elle enseigne à l'École du Louvre, à l'Institut de sciences politiques à Paris, et est depuis 2008 rédactrice en chef de la très bonne revue Histoire de l'art. Elle va dialoguer avec Marie-Clémence Régnier, que je rencontre aujourd'hui, qui est ancienne élève de l'École normale supérieure de Paris, agrégée de lettres modernes, diplômée de Sciences Po à Paris. Elle a soutenu une thèse en littérature française sur la genèse des maisons musées d'écrivains en France et est actuellement maître de conférences à l'Université d'Artois, où elle enseigne la communication, les techniques d'expression et la littérature française. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors, effectivement, comme vous l'avez présenté, notre point commun, Dominique, c'est Sciences Po. On s'est connus à Sciences Po, où Dominique avait la lourde tâche d'enseigner à de futurs administrateurs un peu de culture et un peu d'esprit critique sur la gestion, comme on dit, de la culture et des institutions culturelles. Donc, Dominique, c'est un plaisir de vous revoir aujourd'hui. Moi aussi. On a eu l'occasion déjà d'échanger à plein de reprises sur les questions qui nous rassemblent tous aujourd'hui. Pour rentrer dans le vif du sujet, moi je souhaitais déjà dégager peut-être 3 pistes qui me semblent avoir marqué votre passage à Delacroix et en fait qui vont introduire le propos sur Christine Angot. C'est que votre passage à Delacroix, il a beaucoup mis en lumière Delacroix écrivain. Les relations entre l'écrit, la littérature, les beaux-arts, et donc cette question-là s'est retrouvée dans les expositions sur Delacroix et ses affinités avec Shakespeare, George Sand et Delacroix, et donc vraiment la littérature, ça a été un fil rouge, j'ai l'impression, et l'exposition de la littérature et ses liens avec les beaux-arts, ça a été un fil rouge important de votre travail à Delacroix. La question aussi des publics, comment renouveler en fait l'exposition, le discours sur l'exposition, les beaux-arts en direction de publics renouvelés. Et je trouve que l'expérience Christine Angot, Lilian Thuram a bien marché et ça vous a valu, je crois, un prix au musée. Oser le musée. Voilà, oui. En 2018. Donc là, cette démarche-là me semble aussi avoir vraiment structuré votre action et je pense que l'expo Christine Angot s'en est peut-être ressenti. J'aimerais bien votre mot là-dessus. Et ensuite, la réflexion autour de l'atelier musée et de la maison musée. Et on rejoindra sans doute des questions qu'on a abordées sur l'objet fétichisé, le culte, les attentes du public, est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là ou pas. Voilà, mais je pense que vous avez déjà beaucoup à nous dire à partir de ces questions et de toute façon sur l'exposition en soi. Bien sûr, et n'hésitez pas les uns les autres à poser des questions ou à m'interrompre par rapport à des échanges. Merci infiniment de votre invitation. Moi, je suis très contente d'être à Bruxelles. Ça fait toujours plaisir d'être à Bruxelles, où il fait un temps délicieux. C'est pas comme à Paris, mais où il fait vraiment un temps épouvantable. Et sur des sujets qui m'intéressent beaucoup et qui nous ont réunis beaucoup, en fait, Marie-Clémence et moi, et qui nous connaissons depuis longtemps. Cet rapport à l'écrit au musée Delacroix, elle est liée à différents éléments, qui sont des éléments à la fois objectifs et subjectifs. Si on parle sur les objectifs, c'est que la collection du musée conservait notamment un certain nombre d'écrits de Delacroix, dont des manuscrits de jeunesse, que depuis d'ailleurs on a édité, et je suis très contente que le livre soit disponible ici, qui s'appelle « Les dangers de la cour et autres nouvelles », qui ont été édités donc chez Flammarion en début d'année dernière. Donc il y a le fait que le rapport à l'écrit existe chez Delacroix et qu'il existe dans la collection du musée. Or, quand je suis arrivée au musée en 2013, la collection
du musée elle-même était un peu oblitérée, en fait. Elle n'était pas vraiment mise en valeur, donc moi, je trouvais ça intéressant. Donc ça, c'est vraiment certainement une des raisons, évidemment, essentielles. L'autre raison essentielle sur laquelle on reviendra certainement beaucoup, et qui là aussi est, me semble-t-il, relativement objective, et on en a beaucoup parlé toutes les deux, et on en parlait à l'instant, c'est que la question du musée-atelier, comme la question de la maison des écrivains, pose celle de la narration et de la fiction. C'est pas possible autrement. Le musée-atelier en tant que tel est un lieu qui pose la question de la narration, en tous les cas de celui ou de celle qui l'a occupé à un moment ou à un autre. Donc il y a quelque chose qui, par essence, est relié à l'écrit. C'est-à-dire on est dans le genre, d'une certaine manière, on peut, et c'est ce que vous avez dit dans votre thèse, puisque j'avais la chance d'être au jury, donc je vous ai lu attentivement, on est là dans un genre qui est presque un genre littéraire en tant que tel. Ce serait dire peut-être presque amusant de faire quelque chose sur le musée-atelier, point d'interrogation, un genre littéraire. En fait, ce serait presque amusant, je trouve, d'aller... et qui génère des genres littéraires. Donc ça, je pense qu'il y a quand même... Ça, ce sont deux raisons, me semble-t-il, relativement objectives et assez faciles à discerner. Il y a deux autres raisons qui sont moins objectives, mais comme on le disait, on l'a dit abondamment ce matin, d'abord, qui expose s'expose. Hein, et ça, c'est quelque chose que je sais bien, pour avoir été très très souvent commissaire d'exposition et l'être encore. Et comme on l'a beaucoup redit ce matin, et comme on le dira aussi cet après-midi, l'exposition, c'est un point de vue, c'est un regard. Une exposition encyclopédique, ce serait monstrueusement ennuyeux. Il n'y aurait pas 3 personnes qui iraient la voir et ça n'aurait strictement aucun intérêt. Enfin bon, donc ça, c'est bien sûr un point de vue j'allais dire à tout point de vue, si je peux le dire, y compris la spatialisation. Donc ces éléments subjectifs sont importants pour moi. J'en vois deux. L'un, qui a une bonne raison, me semble-t-il, c'est que j'aime beaucoup la littérature, que moi-même, je suis 19e-iste, mais je suis venue, c'est vrai, ce choix de l'art du 19e siècle que j'ai fait quand j'ai fait mes études d'histoire de l'art me venait de mon goût pour la littérature du 19e siècle, hein, de mon goût comme lycéenne et jeune étudiante. Donc, du coup, ça, j'y mets forcément de moi-même et je sais que ce prisme du littéraire, alors pour le 19e siècle, c'est pratique parce que ça fonctionne bien, et beaucoup le prisme par lequel je regarde les œuvres d'art, mais au 19e, c'est plutôt bien et plutôt facile. Hein, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de moi, quelqu'un d'autre aurait peut-être un autre prisme. Hein, voilà. Et puis, l'autre point qui est peut-être une mauvaise raison, mais qui en même temps est aussi une très bonne raison, qui est, si je peux me permettre de dire ainsi, la question de la concurrence. C'est-à-dire que comment parler de Delacroix au musée Delacroix à Paris, alors que la plus grande collection de Delacroix au monde, elle est au Louvre à 10 minutes à pied. C'est-à-dire que c'est ingrat ou ça l'est pas, mais en tous les cas, c'est vrai que je l'ai dit souvent en riant quand je suis arrivée au musée Delacroix. Si le musée Delacroix était à Bruxelles, si on pourrait imaginer hein, qu'il soit venu à Bruxelles, Baudelaire y est bienvenu. Donc si le musée Delacroix était à Bruxelles, s'il était, je sais pas, à Fécamp où Delacroix a séjourné, enfin bon, je prends des exemples comme ça qui sont un peu absurdes, mais comme juste pour le dire, il n'y aurait pas d'enjeu, puisque quand même, malgré tout, la collection du musée Delacroix est la plus importante au monde après celle du Louvre. Donc il n'y aurait pas d'enjeu, tout ça pourrait vivre assez facilement. Mais à 10 minutes, si vous commencez à parler de Delacroix avec un prisme qui ne serait que pictural, vous vous heurtez à quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous. Et quand je dis vous vous heurtez, c'est pas un lieu de concurrence entre conservateurs, ça n'a pas d'intérêt, mais vous vous heurtez du point de vue du public. C'est-à-dire que, pardon d'employer des mots un peu vulgaires, mais vous vous heurtez en termes de positionnement d'institution. Qu'est-ce que vous promettez à votre public ? Rien, de fait. Enfin, il faut quand même le dire. Et le prisme de l'écriture était un prisme qui n'est pas traité par le Louvre, puisque le Louvre, à rebours, ne conserve pas d'écrits de Delacroix. Donc, voilà. Donc tout ça était lié à la fois des éléments, j'allais dire, relativement objectifs, et puis à une forme de subjectivité assumée. Je me permets juste de dire que le Louvre a invité beaucoup d'écrivains à poser un regard sur ses collections. Je voyais dans l'argumentaire l'évocation de Jean-Philippe Toussaint. Le Clésio est venu aussi. Donc là, on va parler de Dango et du musée Delacroix, mais peut-être qu'on pourra aussi aborder cette spécialité aussi un peu littéraire du Louvre dans son histoire récente. Absolument. Donc voilà comment ça s'est passé. Et du coup, ça a permis. Donc j'ai dirigé le musée. Je suis en train de le quitter. Enfin, je faisais encore plus ou moins une sorte d'intérim. Je suis en train de le quitter, mais j'ai dirigé le musée pendant un peu moins de 6 ans. Enfin, à peu près 6 ans en prenant cet intérim. Et c'est vrai que ce positionnement par l'écrit, à la fois l'écrit
la création de Delacroix, mais aussi l'écrit, c'est-à-dire ses lectures ou l'invitation, comme c'est le cas pour Angot, à un écrivain, a permis de redonner une identité au musée de Delacroix. La complexité, et là aussi, on n'invite pas un écrivain par hasard, évidemment. Il se trouve que Christine Angot, dans la réalité, c'est Pascal Torres qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui a malheureusement eu un empêchement. Mais c'est Pascal Torres qui avait envisagé avec Christine faire quelque chose au musée de Delacroix avant que moi je ne sois nommée comme directrice. Et puis au moment où je l'ai été, du coup il a proposé, il a fait le lien, et du coup c'est comme ça que ça s'est mis en œuvre. Donc c'est pas une invitation que j'avais portée moi, mais pour autant ça me semblait aussi tout à fait intéressant. Et la grande complexité de ces lieux, et là c'est là où ça m'intéresse d'inviter dans ces lieux-là des artistes, écrivains ou artistes contemporains, c'est que qu'est-ce qu'on y dit ? On l'évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que l'atelier d'un artiste qui est mort il y a maintenant 155 ans ? C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est ? De toute façon, beaucoup de visiteurs ont l'idée qu'ils vont rencontrer Delacroix, mais Delacroix, il a disparu depuis maintenant bien longtemps, et ce qui demeure, ce sont ses œuvres. Donc, quelle est la part du musée et de l'atelier dans un tel musée ? Et comment aussi rendre hommage à une histoire du musée de Delacroix qui est une histoire extrêmement singulière, puisque à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance parce qu'il y a peut-être des exemples que je ne connais pas, mais à ma connaissance, c'est le seul musée-atelier qui a été créé non pas par les ayants droit de l'artiste, il n'avait d'ailleurs pas, il est mort sans héritier, non pas par les ayants droit de l'artiste, mais par des artistes qui, 70 ans après sa mort, donc il était mort et bien mort déjà, aussi mort que maintenant, si je peux dire comme ça, 70 ans, non mais c'est déjà pour faire rire, mais en même temps, 70 ans après sa mort, ont décidé de transformer en musée l'atelier du peintre. Ils étaient tous nés après sa mort, donc ils ne le connaissaient pas plus que nous, ils ne le connaissaient que par ses œuvres, et ces artistes, c'était pas The Guy Next Door, c'était Maurice Denis, Paul Signac, Édouard Vuillard, Carl Xavier Roussel, donc des grands artistes, c'est ça aussi qui était intéressant, c'est-à-dire que c'était des grands artistes, tous nés après la mort de Delacroix, et qui avait eu envie, bien longtemps après la mort de Delacroix, de transformer son atelier en musée. Donc, il y a quelque chose dans ce musée que je trouve très intéressant. Je vais vous le montrer tout de suite parce que vous y êtes peut-être jamais allé, mais je veux dire, nul n'est parfait. Alors, j'espère que ça va marcher. Attendez, hop, ça va être par là. À part d'espace, peut-être. Oui, merci infiniment. Merci beaucoup, David. Voilà le musée, donc la passade sur le jardin. Et ce qui est donc intéressant, c'est que ce lieu est donc un lieu de mémoire, comme tous ces musées-ateliers. Delacroix y a vraiment vécu, y est mort même en août 1863, mais est aussi, parce qu'il a été créé par des artistes après la mort de Delacroix, est aussi un lieu de création, un lieu de vie. Puisqu'ils avaient même une pensée assez fétichiste d'imaginer qu'en sauvant la rue de Furstenberg, donc il est à Saint-Germain-des-Prés, rue de Furstenberg, en sauvant le lieu de la rue de Furstenberg, ça pourrait influencer leur propre création. Donc avec une sorte de pensée magique, en fait, que je trouve d'ailleurs assez amusante, parce qu'ils avaient entre 50 et 60 ans à ce moment-là, donc c'était des hommes faits, mais ils avaient cette pensée magique quand même, ce que je trouve tout à fait intéressant comme idée. Et ce qui est aussi passionnant et qui relance aussi le rapport à l'écrit, c'est que toute cette génération-là, Signac, Denis, Vuillard, etc., quand ils sont jeunes artistes, Delacroix, c'est un artiste de musée. Il est au Louvre. Les œuvres de Delacroix sont rentrées au Louvre en 1874, après la fermeture du musée du Luxembourg. Donc c'est un artiste Louvre. Delacroix, d'ailleurs, prend place à côté des grands maîtres qu'il admirait, lui, au Louvre. C'est d'ailleurs Delacroix un des premiers artistes à avoir grandi avec le Louvre, avoir copié les maîtres au Louvre et à y rentrer comme ça avec des grands tableaux pour devenir lui-même un maître pour les autres, ce qui est d'ailleurs une place tout à fait intéressante dans l'histoire de l'art. Donc Delacroix, pour eux, ils sont tous nés entre 1865 et 1871, c'est un artiste de musée. Mais ce qui les entraîne vers Delacroix, c'est la publication du journal de Delacroix, la première publication du journal de Delacroix en 1893. Donc ils ont entre 20 et 25 ans à peu près, suivant leur date de naissance. Et cette publication est une révélation pour eux. C'est une révélation parce qu'ils ont le sentiment, par l'écrit, de rencontrer Delacroix vraiment. Et surtout, l'avantage, c'est qu'ils rencontrent chacun leur Delacroix.
Et ça, c'est assez passionnant. C'est-à-dire que chacun va pouvoir puiser dans les écrits de Delacroix ce qui lui correspond le mieux. Alors, Denis, qui est plutôt un théoricien, il prend les aspects théoriques. Vuillard, qui est insensible, qui doute beaucoup, qui a toujours l'impression de rater sa carrière, puise les propres doutes de Delacroix, au point d'ailleurs de citer Delacroix sans mettre des guillemets dans son propre journal, ce qui est assez intéressant. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Et chez Signac, on le sait bien, c'est notamment ce qui lui inspire de Delacroix au néo-impressionnisme, hein, son grand ouvrage de 1898. Donc, il y a quelque chose là aussi qui est très intéressant, qui fait que l'écrit est à la naissance du musée. Ça, je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut le dire. Musée, qui est un musée finalement aussi très singulier, parce que non seulement Delacroix est mort sans héritier, c'est pas lui donc qui a guidé cette idée du musée, mais plus encore avant sa mort, il décide que soit organisée après sa mort une vente après décès, dont le produit était réparti entre un certain nombre de personnes, et que donc il ne veut pas que les choses soient conservées. C'est ce qu'il dit. Sauf qu'il dit ça, mais au lieu de construire une cabane en bois, qui aurait disparu depuis bien longtemps, il construit sur le jardin, le pavillon que vous voyez derrière moi, qui est sur 2 étages, avec des fondations, et dont la façade, qui est une façade, pour paraphraser Woolf, dont on parlait tout à l'heure, une façade à soi, puisqu'elle n'est pas sur la rue, elle est sur le jardin, non seulement qu'il ordonnance, on voit bien qu'il y a des ordonnancements, pilastres, vraiment de façon tout à fait ordonnancée à la manière des maisons néoclassiques britanniques, mais aussi qu'il décore de moulage à l'antique. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est une façade qui n'en est pas une, puisque c'est une façade, la façade normalement c'est ce qui est vu, et là c'est ce qui est retranché. Donc beaucoup d'ambiguïté chez Delacroix, qui là encore une fois ajoute à la fiction. Et cette fiction, c'est non seulement celle du musée, mais aussi celle du journal, puisque le journal, il avait dit qu'il fallait brûler ses carnets, tout en l'ayant jamais fait lui-même, et tout en, dans son journal très souvent, interpellant le lecteur. Donc il savait bien qu'un jour ou l'autre, il y avait un lecteur. Delacroix entretient avec la gloire, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais entretient avec la gloire quelque chose d'assez complexe qui, à mon avis, mériterait d'être mieux retravaillé. Là, je vous montre, donc par rapport à Christine Angot, pour en venir par rapport à ça, donc la rencontre avec Angot se fait. Au départ, ça donne pas de projet. Et puis finalement, ce qui a été le déclic pour qu'elle ait envie de faire un projet, ça a été le fait que sa fille, et ça je crois que c'est intéressant à dire, que sa fille, qui a environ maintenant 25 ans, donc qui avait 21-22 ans, s'était inscrite à l'école du Louvre et faisait de l'histoire de l'art. Et ça, c'est intéressant par rapport à Angot, parce qu'on sait les rapports qu'Angot avec sa mère, elle en a fait une pièce de théâtre, donc on le sait tous, c'est public, hein. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait que sa fille fasse des études d'histoire de l'art, du coup, tout d'un coup, elle a eu envie d'accepter quelque chose dans le musée. Donc, elle a lié au projet à la fois sa propre fille, dont on verra une photographie tout à l'heure, et puis ce jeune homme qui est ici, qui s'appelle Franck Joubin, et qui était un ami de sa fille à l'école du Louvre. Donc, c'est assez intéressant aussi. Elle a été elle-même pas vraiment commissaire, mais elle a plutôt, la commissaire c'était moi, mais là, elle m'a demandé de tutorer d'une certaine manière. Ça, alors là, vraiment, c'est vraiment ça, de tutorer sa fille et ce jeune homme, tout en étant bien sûr présente elle-même. Donc on a pas mal travaillé. Je dois le dire aussi, et je ne lui fais pas du tout injure en le disant, Christine Angot ne fait pas partie de mes écrivains préférés contemporains. J'avais lu certains de ses ouvrages, je connais son œuvre évidemment, et je lui ai dit ça d'ailleurs, hein, j'ai été assez transparente, je n'ai pas prétendu quelque chose qui n'était pas. En revanche, ce qui m'intéressait beaucoup dans son œuvre, qui n'est pas une œuvre dont moi je suis grande lectrice, mais ce qui m'intéressait néanmoins beaucoup, c'est la manière dont elle gère une forme de autofiction, ou plutôt de fiction de soi, si on peut dire comme ça, qui me semble tout à fait intéressante, au point qu'il y a d'ailleurs, on en a déjà parlé avec Julie, une forme de superposition complète. C'est assez étonnant, hein, entre Angot elle-même, on en parlait tout à l'heure, et son œuvre. Là, il y a une superposition complète qui, je dois dire, lui permet de rester éternellement jeune. Ça, c'est quelque chose dont on avait parlé avec Julie. Cette femme qui a quand même aujourd'hui 62 ans, ne les fait pas, pardon de le dire. Alors là, vraiment, je ne parle pas en midinette, hein. Je ne voudrais pas que les choses soient prises comme ça, mais malgré tout, cette adhésion complète, cette ressemblance complète lui permet aussi, elle a trouvé le secret de Dorian Gray, enfin, voilà. Dorian Gray existe, Christine Angot l'a réinventé. Non, mais c'est vraiment quelque chose d'assez fort quand même chez elle. Donc,
Ça m'intéressait beaucoup. Et elle, ce qui l'a intéressée, elle connaissait Delacroix, j'allais dire comme tout le monde, mais elle ne savait pas qu'il avait été écrivain. Et c'est vrai que le rapport à l'écrit l'a beaucoup intéressée. Et en fait, du coup, on est allé très vite sur 2 sujets, 2 thématiques qui étaient justes par rapport à son œuvre à elle, mais juste aussi par rapport à Delacroix et à la collection du musée. L'une, c'est quand est-ce qu'on devient artiste ? Et c'est pour ça qu'il y a eu toute une thématique qui était « Qui étiez-vous à 25 ans ?» puisqu'elle dit que pour elle, c'est à peu près à ce moment-là qu'elle a commencé à se poser des questions de cet ordre-là. Et pour Delacroix, c'était aussi à peu près ça, puisqu'il a 25 ans lors de sa première exposition au Salon. Donc ça permettait que, voilà, c'était à peu près juste dans l'idée. Hein. Puis c'est souvent un âge, voilà, bon, c'était cette idée-là. Donc cette idée de comment on passe de quelqu'un qui aurait envie ou d'écrire ou de peindre à quelqu'un qui devient finalement peintre ou écrivain. Donc ça, c'est cette idée d'une forme... Pas de la vocation, mais de la jeunesse de la vocation et la jeunesse de la mise en œuvre de la création. Et puis l'autre point, et qui m'intéressait plus encore, et sur lequel j'aurais bien aimé qu'on puisse aller plus loin, mais il se trouve qu'elle a été appelée à ce moment-là par d'autres éléments, donc elle a été après un peu moins présente dans la deuxième partie de l'exposition, puisqu'elle est passée à la télé, dans une émission le samedi soir, dont j'ai oublié le titre. De Laurent Ruquier. On n'est pas couché, ça, on n'est pas couché. Et les effets télé, vous savez bien ce que c'est, enfin, voilà, ça l'a un peu happé. Mais l'autre point que j'aurais bien aimé qu'on avait exploité et qu'on aurait pu exploiter plus encore, qui était qu'est-ce qu'il y a d'universel et de singulier dans l'autofiction ? C'est-à-dire, quand je parle de moi, quand est-ce que je parle aussi de l'autre ? Et qui faisait sens par rapport à Delacroix, puisque dans son journal, Delacroix ne parle que de lui, mais avec des généralités qui essayent de renvoyer à quelque chose de plus universel. Donc, en échange, alors là vraiment en échange entre Christine et moi, on avait évoqué d'autres sujets autour de la représentation de la femme, de la féminité, qui bien sûr nous intéressaient. Et puis assez vite, le premier sujet, celui sur autofiction et sur cette idée d'universel et de particulier, c'est venu assez vite en fait, parce que je crois que je connais bien le journal de Delacroix, elle connaît bien son œuvre à elle, et ça rentrait dans quelque chose qui fonctionnait bien. Mais parce que, oui, je t'entends pas, pardon. Simplement en attendant, de ce que j'ai compris du dossier de presse, en fait, c'est justement, c'est pas un écrivain qui a porté, comme on dit, selon l'expression un peu consacrée, son regard sur les collections. Elle n'a pas visiblement fait la démarche d'aller voir dans les réserves, etc. Si, elle les a vues. Parce que, en fait, dans un article de presse, je lisais que c'était aussi... Elle n'avait pas sélectionné, en fait... Elle l'avait fait en partie, mais elle l'avait fait aussi avec sa fille. La présence de la fille était extrêmement intéressante. Mais du coup, en amont ou en aval de cette discussion, comment ça s'est passé en aval. On a commencé par avoir ces discussions-là, et après, elle est allée sur les... Donc, elle avait quand même ce fil rouge aussi, oui, après exactement. Elle, pour elle avait ce fil rouge dès le début, oui. Ça y est. Ça rejoint le fait que vous évoquiez à nouveau la fille. Vous avez évoqué votre prédécesseur, en fait, qui a eu l'idée de demander à Christine Angot. C'est pas mon prédécesseur, c'est un de mes collègues du Louvre, mais ça n'a pas d'importance. Pascal Torres qui a été exposé. Voilà. Alors, pourquoi ? Parce qu'il ressort de ce que vous dites que manifestement elle n'avait pas envie de le faire au début et qu'il a fallu qu'il y ait la fille dans la boucle et puis je ne sais plus qui est ce jeune homme et pourquoi il est là et ensuite elle va à la télé et donc du coup on a l'impression qu'en fait vous vous êtes retrouvés à devoir porter un projet qu'elle n'assumait pas elle. Et on ne sait pas très bien pourquoi elle fait cette chose-là, à vous entendre. Alors, je voudrais pas avoir, parce que c'est pas tout à fait vrai, parce qu'elle l'a quand même assumé, elle a été là, elle a été présente, et mais je pense que c'était très fort le fait que ce soit sa fille. C'était pas une petite chose en fait. Alors la raison pour laquelle. J'entends bien, mais c'est sans doute pas pour ça qu'on lui a demandé de faire le commissariat. Comment ? C'est sans doute pas parce que sa fille était à l'école du Louvre. On l'avait pas demandé le commissariat. On lui avait pas demandé le commissariat. On lui avait demandé aussi de faire ce choix d'ensemble et de lien. Mais comment dirais-je c'était intéressant, c'était très fort. Quand je dis c'était très fort, c'était pas un lien affectif, c'était aussi très fort par rapport à elle-même et à son œuvre. C'est-à-dire que ce dont je me suis rendu compte, moi qui n'étais pas quelqu'un c'était pas quelqu'un que je connaissais si bien que ça, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que comme pour elle, sa vie est sa fiction, ou sa fiction est sa vie. C'est-à-dire que une des raisons pour laquelle elle reste si juvénile d'apparence, à mon avis, c'est que elle reste totalement, comment dirais-je,
convaincue et au plus profond d'elle-même que tout ce qu'elle a écrit, et ce qu'elle a écrit il y a maintenant 20 ou 30 ans, l'habite toujours. Donc, d'une certaine manière, il y a chez elle cet enjeu de la filiation, que ce soit celle par rapport à sa mère, dont elle a fait une pièce qui était assez belle à l'Odéon, et celle avec sa fille, et du coup extrêmement intéressant. Et fait partie de sa fiction aussi. Donc voilà. Donc il y avait quelque chose. Elle n'a pas été forcée. On a travaillé ensemble et on s'est beaucoup vu. Hein, voilà. Je ne voudrais pas laisser entendre. Mais du coup, j'ai toujours pas compris comment est venue l'idée. Ah, comment est venue l'idée? C'est Pascal avait demandé à Pascal avait celui qui a fait les expositions avec Toussaint, avec Jean, aussi le très beau colloque qu'il y avait eu avec Echnoz. Et du coup, par ce biais-là, il avait aussi envisagé ça à ce moment-là. Voilà. Avec Christine Angot qui appartenait un peu au même univers. Voilà. Voilà, c'était comme ça que c'était. Parce que, j'insiste, pardon, mais je veux dire, des gens comme Gian, comme Toussaint, sont des écrivains qui ont travaillé l'image, qui ont pu faire de la mise en scène, qui ont pu faire du cinéma, donc il y a une évidence de proximité. Mais il n'y avait pas d'évidence, je suis complètement d'accord avec vous. Voilà, et c'est ça que j'essaye de fouiller, ça m'intéresse, parce que il y a cette espèce de résistance que vous mentionnez au début, où voilà, elle n'est pas forcément dans son élément, et donc je me demandais quel était le premier moteur, en fait, de ce désir du musée, ce désir qu'il avait de Christine Angot. C'est elle qui est venue vers moi avec Pascal pour me le demander. Donc elle a eu ce moteur-là quand même malgré tout. Il faut quand même dire les choses, je le dis sincèrement. Et par ailleurs, ce rapport à l'écrit a été pour elle un moteur très fort. Et notamment et aussi à la fois ce que je disais tout à l'heure sur l'universel et le singulier, mais aussi sur la question de la croix est un homme et je suis une femme. Cette idée aussi du genre et donc de l'universel par-delà le genre l'a aussi beaucoup intéressée. Et du coup, et c'est pour ça que je montre des photos de Johan Créten, mais Johan Créten en Belgique, c'est normal d'en parler, si je peux le dire. Ce qui l'a intéressé aussi, et c'était aussi d'inviter quelques artistes qui ont parlé de leurs œuvres et de leurs œuvres à 25 ans. Et c'est comme ça qu'on a notamment invité Johan Créten, qui a montré des œuvres qu'il n'avait pas montrées jamais, qui étaient des œuvres qui restaient chez ses parents, c'est ça intéressant, mais qu'il avait créées quand il était à l'école des Beaux-Arts, quand il avait 25 ans. Et on a aussi montré des vidéos d'un artiste du land art américain qui s'appelle Charles Simons, et qu'il avait aussi créé quand il avait 25 ans. Donc il y avait aussi cette idée-là d'accompagnement. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi assez intéressant parce que ça permettait aussi pour elle, qui n'est pas une femme d'image, vous avez raison, mais qui est une femme par contre de ce rapport à la fiction, d'inviter ces artistes-là. Donc c'est ce que je montre ici, avec des œuvres qui n'avaient jamais été présentées. La langue, là par exemple, qui est tout à fait étonnante. Non, je voulais simplement rebondir parce que je pense qu'Emmanuel, ta question, c'est pourquoi Angot finalement, pas pourquoi le Brésil, pourquoi Angot. Parce que non, pourquoi pas. Bon, et ça rejoint un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est plus ou moins le cas quand même des artistes qui ont été invités au Louvre, et Ariane pourra peut-être en dire quelques mots aussi. C'est le name dropping, quoi. C'est-à-dire que Angot, elle est médiatisée bien avant d'aller à la télévision. C'est quelqu'un qui est connu pour ses esclandres, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. La plupart du temps, on ne l'aime pas, et donc du coup, ça crée quelque chose. Ça cristallise. Angot au musée de la Croix, même si, d'ailleurs, moi je devais y aller, c'est parce que j'en avais été empêchée. Je n'aime pas sa littérature, je n'aime pas le personnage. Évidemment, ça rejoint Laurent. Mais vous savez pourquoi, je n'aime pas le personnage, je veux dire. Oui, j'y aurais été. Alors parce qu'aussi ça rejoint mes intérêts de recherche, mais je pense même que si je ne travaillais pas sur l'artiste dans les collections, les écrivains commissaires, les artistes commissaires bien sûr, j'y aurais été. Juste parce que voilà, Angot de la Croix en plus, a priori, on ne voit pas tellement le rapport. Et si on avait pris une femme, on en parlait hier, Annie Ernaux, qui justement, le Médium Journal aurait été... Mais elle est sans doute un peu moins connue. Donc c'est vrai que ça peut donner cette impression Non, alors c'était pas tellement le name dropping, mais c'était parce que, en fait, dans la réalité, c'est plutôt le fait que comment faire vivre un musée comme celui-là. C'est-à-dire que si on part parce que le name dropping, voilà. Alors, ça n'a pas marché fantastiquement bien en nombre. En nombre, il y a des expositions qu'on a faites, nous, qui ont beaucoup mieux marché. Georges Sand, par exemple, qui a été fait par le Musée de la Croix, avec une femme aussi, un écrivain aussi, mais est mort depuis un petit moment. Ça avait beaucoup mieux marché. Donc, ce n'était pas un succès public. En revanche, ça a été, ce qui est intéressant, c'est que ça a fait venir un autre type de public. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Un public plus jeune.
et ça j'ai trouvé ça très intéressant aussi, et surtout que ça induit un renouvellement des collections, parce que le choix qui a été fait dans nos collections n'était pas celui que j'aurais fait moi, parce que l'autre difficulté d'un musée comme celui-là, comme d'ailleurs de beaucoup de musées en France ou en Belgique ou dans d'autres pays, c'est que s'il ne se passe rien, personne ne vient. À la différence, par exemple, le Louvre, pas de problème, les quarts de touristes viendront toujours. Pareil pour le musée d'Orsay, pareil pour Versailles, etc. Mais le musée de la Croix, c'est pas indigne, hein, qui reçoit environ 80 000 visiteurs par an, donc c'est pas indigne. Le musée de la Croix, s'il n'y a pas d'action, personne ne vient. Enfin, quand je dis personne, 2 personnes par jour. Donc, d'un point de vue de la puissance publique, il est fermé au bout de 6 mois hein, ou au bout d'1 an. Il faut être aussi, faut quand même se le dire. Donc, c'est aussi une manière de renouveler l'approche. C'est-à-dire, c'est aussi une manière de comment d'autres que nous voyons les collections et voyons le lieu. Donc c'est plutôt ça. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Comme moi, je n'étais pas, et je ne suis pas d'ailleurs une grande lectrice d'Angot, du coup, la célébrité, elle est là, mais je ne lui donnais peut-être pas autant qu'avec quelqu'un dont j'aurais été plus proche. Donc c'était pas le name dropping. Mais c'est comment apporter autre chose. Et un des points, si j'avance un peu pour vous montrer les images, comme ça, ça c'est le jeune homme qui était là tout à l'heure. J'aime bien les photos de montage, toujours quelque chose que j'aime bien. Un des points qu'elle a fait, j'y reviendrai tout à l'heure en toute fin d'intervention, qu'elle a fait, donc elle s'est beaucoup impliquée, et ça c'était vraiment intéressant, c'était toute la programmation culturelle qu'on a organisée, avec à la fois, et j'y reviendrai tout à l'heure, concerts et rencontres. Par exemple ici, c'est un des maîtres d'art, donc les éclairagistes du Louvre qui mesurent les luxes, donc sur une estampe de Delacroix, une lithographie de Delacroix. Et ça, par exemple, ces caricatures de Delacroix, qui sont des œuvres peu connues qu'il a faites au début des années 1820, c'est Angot qui a voulu les montrer. Donc c'est intéressant aussi de voir aussi le regard qu'elle avait posé. Et puis, on parlait, Julie, tu évoquais à l'instant l'enjeu du scandale. Cet enjeu du scandale de Angot, ça a été aussi celui de Delacroix pour le Sardanapale. Donc il y avait aussi quelque chose qui était de toute façon relativement intéressant comme posture. Hein. Pardon ? Mais comme, voilà. Peut-être pas d'un même ordre, mais non mais je l'entends bien. Mais non, mais je parle en termes de posture. Hein, c'était pas là. Ce qui m'a beaucoup intéressée à vous écouter, c'est cette question du désir. C'est-à-dire, il y a manifestement une institution qui désire un écrivain. Et moi, je comprends très bien les raisons institutionnelles de fréquentation, de créer un événement et même un truc qui peut faire une rupture et même éventuellement une polémique. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je ne porte pas du tout de jugement qualitatif. Mais c'est pas tellement, en fait, d'ailleurs, c'est voilà. Pas tellement pour ça. Mais ça peut aussi exister et c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça peut produire du sens. Mais j'ai eu l'impression à vous entendre, c'est ça qui m'a fait réagir, qu'il y avait un désir très fort de l'institution et qu'il n'y avait pas forcément un désir aussi fort en face. Il y avait un désir à la Angot, si je peux me permettre de parler ainsi. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, pour avoir préparé une exposition avec elle et donc l'avoir fréquentée pendant quelques mois, le désir de Christine Angot, et ce que je dis est parfaitement une constatation, hein, je parle en historienne en disant ça, je ne parle pas autrement, hein, donc ce n'est pas un jugement. Le désir d'Angot s'exerce par rapport à elle-même. Donc, d'une certaine manière, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle s'est si bien impliquée dans la communication autour, et notamment de tout ce qui était... Non pas la communication d'exposition, mais communication de programmation culturelle. Voilà. Par ailleurs, je crois qu'il faut vraiment le dire, moi, je cherchais pas une forme de reconnaissance, parce qu'une certaine manière, je l'ai déjà. Et ça, c'est un premier point. Je le dis sans prétention, mais c'est une réalité. Et l'autre point, ce qui m'intéressait, c'était plutôt un autre biais que vraiment tous les enjeux disruptifs. Alors là, j'étais complètement là-dessus assez à l'aise. Donc bon, ça, c'est des photographies qui ont été prises au moment de l'inauguration, donc avec Créten et Jean-Michel Othoniel. Non. Pardon. Othoniel, parce que c'est le compagnon de Johann Créten, simplement. Donc il était là à titre privé. Comment ? C'est sa fille, exactement, oui. C'est sa fille. Oui. C'est Léonore, oui, c'est ça. Ouais. Bon, ça, on en parlera peut-être off. Mais... J'en parlerai. Alors, ce que je voulais simplement, parce que pour que le temps passe, mais une des choses que j'avais beaucoup aimé dans le choix qu'elle avait fait, c'est ces 5 portraits de femmes que vous voyez. Alors, on les voit peut-être, j'espère que vous les voyez assez bien, où il y a à la fois la gouvernante de Delacroix, Lucille, qui était la fille de cette gouvernante, et qui était d'ailleurs l'affiche de là, qui est au bout, qui était l'affiche donc de l'exposition, et puis Georges Sand et Médée,
qui encadrait le portrait de Christine Angot par Louise Bourgeois. Et ça, ce mur-là, alors là, qui a vraiment été complètement fait par Angot, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Parce que Sand était un des modèles de la Médée de Delacroix, dans la manière dont elle voulait garder ses enfants pour elle et pas les donner la garde à son mari. Donc ça, c'était un enjeu assez moderne, si on peut dire, ou contemporain. Et ce mur-là est vraiment assez intéressant dans cette idée-là. Et j'avais trouvé que c'était quelque chose qu'on n'aurait pas du tout fait comme ça, rapprocher, comme c'est ici, Médée et Eugénie de Guilloux, la gouvernante, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc ça, je trouvais ça intéressant. L'autre point aussi, choix aussi de mise en avant aussi par Angot, c'est ce tableau L'éducation de la Vierge qui a été peint pour Nohant et donc tout près de Châteauroux qui est sa ville natale, donc ça aussi c'était intéressant. Je passerai sur le fait qu'on projetait Wim Wenders, mais ça aussi c'était quelque chose qu'elle avait voulu par rapport à la soufrière et par rapport aussi au rapport à un lieu, donc qu'elle renvoyait par rapport aux éléments. Et je voudrais avancer je pourrais vous remontrer les images après en parlant sans difficulté, mais voilà, mais je voudrais avancer. Donc ça, c'est une œuvre d'Ethel Adnan qui appartient à la collection de Christine Angot. Ça, c'est son portrait par Louise Bourgeois. Et qui renvoie un peu sur la... Non, mais c'était assez intéressant pour le coup. Et par rapport, alors, moi j'ai toujours pensé que la petite Lucille Le Guillou, il y avait un petit air de Christine Angot, et même dans le rapport à la mère, mais j'ai jamais trop... Enfin, je suis pas allée tellement plus loin quand même. Mais, et ce qui était intéressant, c'est que pour les cartels, il y avait des cartels d'histoire de l'art, ce que j'appelle l'histoire de l'art, c'est-à-dire du musée, mais aussi les textes que j'ai remis là à côté des œuvres, et qu'elle avait écrits, elle, et qui, en préparant cette conférence, donc en les relisant, m'ont semblé apporter finalement souvent des choses assez intéressantes par rapport à ça, et toujours dans ce rapport à elle-même. C'est-à-dire que, et ça, jamais je pourrais écrire quelque chose comme ça, parce que ça intéresse personne que Dominique de Fonréau écrive ça. Enfin, je veux dire, ça en aurait... les gens ne m'attendent pas là, d'une certaine manière, et c'est normal d'ailleurs. Donc voilà, un certain nombre d'œuvres qu'elle avait choisies, je ne vous les présente pas toutes, mais il y avait 25 cartels qu'elle avait écrits, là je crois que j'en ai une dizaine. Et qu'elle avait donc... Oui, pardon David. Pardon. Oui, ben, en fait... ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt peut-être une remise peut-être en contexte pour Emmanuel, pourquoi Christine Angot et Pascal Thorez et tout ça. C'est que, bon, Pascal Thorez, on sait, il y a une pratique de l'écriture et il invite, donc du coup, par appétence, il invite des écrivains, mais il faut dire aussi qu'il y a une longue tradition d'invitation de personnalités extérieures au sein même du département des arts graphiques, dont Pascal Thorez est actuellement le conservateur. Donc, c'est commencé vraiment très, très tôt, genre dans les années 90, mais ce ne sont pas des écrivains qu'on invitait au départ, ce sont plutôt des philosophes. Et l'idée, c'était vraiment, en fait, d'aller puiser dans la collection de dessins des œuvres qui pourraient représenter un thème choisi justement par la personne invitée. Donc, la personne invitée choisissait un thème, hors histoire de l'art, et choisissait des œuvres, en fait, pour représenter ce thème, cette problématique, cette réflexion. Ce cycle, en fait, qui est apparu en 90 sous l'égide de Régis Michel, qui s'appelle encore d'ailleurs, il n'est pas décédé, s'appelait Parti pris. Donc, tu vois, c'est vraiment de prendre un parti pris. Et pour Régis Michel, c'était vraiment important de dire, il faut sortir de l'idée d'une représentation des dessins de manière historiciste, avec un système positiviste ou d'attribution, mais vraiment de poser une réflexion. Et en fait, on est vraiment, quand il a commencé ce programme dans les années 90, on était vraiment dans l'idée de la théorie de la muséologie d'idées, c'est-à-dire de sortir d'une muséologie d'objets qui mettait qu'en valeur l'objet pour ce qu'il était, bien, le dessin en l'occurrence. Et là, de vraiment, en fait, de donner des sens différents au dessin, et ceux qui, ou en soit à ceux qui étaient représentés. Et ceux qui pouvaient le faire, c'était des gens qui étaient hors histoire de l'art. C'est pour ça qu'on a commencé au département d'art graphique d'aller chercher des philosophes. C'est aussi l'enjeu aussi pragmatique, que ce soit d'ailleurs au musée du Louvre comme au musée de la Croix, oui, de pouvoir présenter une collection d'art graphique qui par obligation ne peut pas être exposée plus de 3 mois. C'est-à-dire que c'est aussi la difficulté. C'est-à-dire que voilà, il y a aussi cette nécessité de pouvoir renouveler l'approche, et c'est vrai que ce que vous évoquez, avec des invitations qui avaient été données à Derrida, qui avaient été données à Greenaway, qui avaient été données à Julia Kristeva, enfin des très beaux éléments qui avaient été portés notamment sous la direction de Françoise Viat, qui était directrice à ce moment-là du département des arts graphiques. C'est vrai qu'il y a cette tradition qui vient de là, et c'est vrai que Pascal, qui maintenant est conservateur aux objets d'art, mais qui était aux arts graphiques, vient de cet élément-là. Je repasse juste les cartels, juste pour vous montrer un certain nombre d'éléments. Un qui m'amusait, c'était celle-là, avec la Madeleine, donc, qui était le tableau préféré de Charles Baudelaire. Donc là, il y avait aussi un rapport de l'écriture intéressant. Et puis, par rapport à cette petite fille, dont moi, je pense qu'elle m'a fait penser tout le temps assez furieusement à des enjeux
lié à Christine Angot, avec la petite fille dont Solers lui a dit qu'il y avait toujours une petite fille quelque part. Et puis l'éducation de la Vierge. Pour conclure, ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de programmation, ça a été absolument formidable. Et si ça n'a pas eu l'effet name dropping que par ailleurs je ne cherchais pas, donc ça c'était bien, ni l'effet scandale, parce que alors là ça n'a pas fait de scandale non plus vraiment, à part dans un verre d'eau, mais enfin, donc c'est pas scandale à vrai dire, parce que donc ça n'avait pas d'intérêt, pas du tout. À la limite, je suis plus créatrice de scandale moi toute seule quand je m'y mets que Christine Angot. Donc finalement ça va bien, donc j'ai pas besoin des autres. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je pourrais en parler à un autre moment. Et mais par contre, ce que ça a eu de vraiment très très intéressant, c'est que ça a été le projet. Donc c'était en 2017, mais c'est le projet qui a vraiment assis le musée de la Croix comme un lieu de programmation assez nouveau. On a invité cette jeune trompettiste de jazz qui s'appelle Jamie Branch, qui nous a fait un concert formidable, une fille absolument formidable, extraordinaire. Absolument génial. Et ça, c'est Christine qui l'avait invité et fait venir. On a invité le chorégraphe Thierry Chun-Yang qui a fait un projet avec des enfants, avec un groupe d'enfants, je crois qu'ils étaient d'Aubervilliers, si je ne dis pas de bêtises, donc qui sont venus danser dans le musée. Ça, c'était absolument extraordinaire. On a invité le pianiste Simon Gréchy, qui à l'époque n'était pas aussi connu qu'il l'est aujourd'hui. En 2-3 ans, sa cote a beaucoup monté. Et on a fait une formidable soirée, lecture et échange, où 25 personnalités du monde des arts, du monde de la politique, du monde des musées, du monde de la littérature, sont venus parler ou lire un texte qu'ils avaient écrit ou parler de ce qu'ils étaient à 25 ans. Et ça a été vraiment un moment vraiment extraordinaire, vraiment, vraiment extraordinaire, une vraie rencontre. Et c'est vrai que si j'en tire les éléments, différentes choses. C'est vrai, vous avez raison Emmanuel, il y a la question du désir. Chez Angot, il était complexe, mais pardon de le dire, je ne suis pas psychanalyste, je pense qu'il est complexe chez Angot tout court, la question du désir. Bon voilà, je resterai dans mon domaine d'histoire de l'art, donc il n'était pas plus complexe pour le musée que pour les autres objets de son désir, ça c'est un premier point. C'est vrai que ça c'était complexe. Il y a eu, comme il y a toujours, mais on l'évoquait déjà ce matin, le fait que le musée est un lieu complexe et que les écrivains ne se rendent pas compte. Vous le savez bien parce que vous avez travaillé à l'IMEC, mais c'est leur grande surprise, c'est qu'on ne peut pas exposer une œuvre, par exemple les dessins, il y avait les dessins très précieux là, de Jacob Ellange que j'ai montré tout à l'heure. Christine Angot, elle aurait voulu qu'on les mette en pleine lumière, impossible, ça ne peut être qu'à 35 lux, enfin bon. Donc c'est un lieu de contrainte le musée, hein, contrairement à ce que, de ce point de vue-là. Donc ça, mais ça c'est vrai avec n'importe quelle personne qu'on invite. En revanche, ça a vraiment permis de creuser l'identité du lieu dans ce rapport à l'écrit complètement. Ça a vraiment été accepté et comme un lieu de programmation très riche. Et si je concluais, c'est ce qui nous permet aujourd'hui une invitation à un autre écrivain que ma successrice Claire Bessette, qui arrive début juin, du coup pourra suivre, qui est l'invitation à Orhan Pamuk, puisqu'on a un projet avec Pamuk qui commencera en novembre 2020 jusqu'en mars 2021. Et ça aussi, d'une certaine manière, ça n'aurait pas été possible sans ça. Donc ce que je trouve aussi très intéressant, si je conclus là-dessus, c'est qu'une programmation et une programmation par rapport à la littérature dans un musée, elle ne peut pas commencer ex abrupto, elle vient évidemment de quelque part, et en particulier de ce qu'on évoquait tout à l'heure sur ce qui s'est passé au département, par exemple, des arts graphiques du Louvre. Donc elle vient forcément de quelque part. Il faut qu'elle soit liée au musée, parce que sinon le musée le rejette. Là, le musée n'a pas rejeté cet accrochage, c'était complètement bien inclus, parce qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait bien. Mais ça peut fonctionner aussi que par progression, par sédimentation, la construction d'une image d'une institution dans son rapport à la littérature comme aux autres arts ne vient pas comme ça en un seul projet. Donc moi j'ai été très contente de revisiter avec vous ça pour le préparer, parce que notamment ce que je montrais tout à l'heure des cartels, en préparant tout ça, vraiment je me suis dit que tout ça avait vraiment un sens assez fort. J'ai trouvé que c'était un projet qui m'avait beaucoup intéressée. Je reste persuadée en tant que commissaire d'exposition que c'est très intéressant d'inviter d'autres personnalités, mais qu'il faut les accompagner. Je le vois bien avec le travail avec Pamuk, hein, que j'ai déjà commencé. Il faut les accompagner. Et ce que je trouve intéressant, et je conclurai là-dessus, c'est que parce qu'on avait envisagé aussi de faire des choses avec Guyota, et finalement ça s'est arrêté parce que Guyota a eu des problèmes de santé. Mais ce qui est amusant, c'est que Pierre Guyota comme Orhan Pamuk, leur demande, c'est la demande inverse de celle que Rob Grillet vous a adressée à Emmanuel, c'est
je voudrais être présenté autrement comme un écrivain. Et ce qui est très amusant, c'est que Guyotat voulait qu'on lui présente ses dessins, Pamuk veut qu'on présente ses dessins. Et ça, c'est quelque chose que je livre à votre réflexion. Qu'est-ce qui fait que de très grands écrivains, invités comme écrivains dans une maison d'un peintre, ont envie de se colter à l'art majeur? C'est intéressant. Enfin, je trouve que ça, c'est quelque chose qui mérite, à mon avis, réflexion. Mais j'aurais besoin d'un petit détail pour Christine Anjou. Je sais, si je reviens sur le cabinet d'art graphique ou si je viens avec l'invitation de Philippe Dijon, en fait, la thématique était choisie dès le départ, bon, comme vous l'avez dit, en dialogue, etc. Mais après, moi, ce que je l'ai étudié, je ne pense pas que c'était similaire avec Jean-Philippe Toussaint, mais c'est que l'équipe de conservation, en tout cas l'équipe du musée, sélectionnait une série d'œuvres dans les collections et les soumettait à l'invité, au philosophe ou à l'écrivain invité, notamment Philippe Dijon, c'est comme ça que ça s'est, semble-t-il, passé. Et après, il choisissait parmi la sélection qui avait été faite en amont. Donc, est-ce que c'est la même problématique qui s'est posée? Donc, elle, non, vous êtes descendu directement dans les... Et la sélection s'est faite... Oui, absolument. Elle a vraiment choisi elle-même les œuvres et après avec des allers-retours et avec des regrets, puis certaines œuvres qu'elle choisissait qui n'étaient pas exposables pour des raisons objectives. Hein, voilà, bon, il y a des choses objectives qui peuvent arriver. Mais voilà, non, c'est vraiment elle qui les a choisis. Et c'est vrai que ça, c'est ça que je trouve très intéressant dans l'invitation, c'est la manière dont ça renouvelle quelque chose qu'on ne ferait pas soi-même. Enfin, le mur de portrait que j'ai montré tout à l'heure, je ne l'aurais jamais fait moi comme ça. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que vous avez dit à la fin, c'est que vous avez parlé en fait d'une affaire de personne. Les expositions, elles naissent aussi parce qu'il y a tel conservateur à tel moment qui connaît telle personne. Bon. Et en fait, pour me faire l'avocat du diable, au moment où je regardais l'exposition, un petit peu ce que disait la presse à ce sujet-là, et c'est valable aussi pour Jean-Philippe Toussaint notamment, le mot copinage revenait beaucoup dans les articles de presse. En gros, Pascal Torres aurait fait venir des amis écrivains à lui, et donc beaucoup de personnes se sont dit à ce moment-là, on ne fait plus d'exposition, les expositions n'ont plus de légitimité si un tel ou un tel fait venir son ami chez lui, au musée. Et en fait, de ce copinage, puisque c'est vrai qu'il y a une affaire de personnes, peuvent naître des projets intéressants. Et il ne faut pas non plus se priver peut-être de ce lien-là. Mais copinage, d'abord, je ne suis pas devenue copine avec Christine Angot, je le dis sincèrement. Évidemment, je la connais, mais je ne suis pas devenue copine avec elle. Je ne suis pas en train de devenir non plus copine avec Orhan Pamuk. Ça, je crois que ce n'est pas non plus tellement facile au regard de... Voilà, je le connais là aussi. Voilà, et quand bien même. Mais ce que je crois surtout... Le reproche qui est fait par une certaine presse et par un certain public à ce type d'exposition, que ce soit au musée de la Croix ou ailleurs au musée du Louvre, c'est que du coup, l'exposition ne devient pas le propre de grands savants, mais je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, les grands savants, mais que du coup, ça peut être entre guillemets n'importe qui peut la faire, puisque ça peut être le copain, quelqu'un qui a un copain ou une relation. Et ça, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire que je pense que c'est oublié, comme on le disait tout à l'heure, que l'exposition est un point de vue. C'est oublier aussi qu'elle est un dialogue et qu'elle s'établit de toute façon toujours avec des professionnels de musée quoi qu'il arrive, que la carte blanche est toujours quelque chose qui est aussi mis en perspective. Et je pense que là, il y a mal donne, c'est-à-dire c'est superposer ce qui est l'ordre de l'ouvrage ou de la thèse avec ce qui est l'ordre de l'exposition. Je pense que inviter permet aussi de sortir le musée de cet élément. Le musée est une chose politique et sociale. Et la dimension politique et sociale du musée est extrêmement importante. Oui, moi je voulais rebondir parce qu'on en avait discuté, Dominique, lorsqu'on s'était vu en Suisse en décembre. Quand vous avez fait référence aux personnes, moi je pensais à autre chose. Je pensais aux personnes justement qui se cachent derrière. Bon, c'est Angot au musée de la Croix. En réalité, c'est Dominique de Fonréau qui en est la commissaire, avec Torres qui a pu souffler l'idée. Enfin bon, toutes ces expositions de toute façon, que ce soit des expositions où ce sont des plasticiens qui sont invités, ou des écrivains, ou des dramaturges, ou des cinéastes, ou un joueur de football, bon, il y a toujours un homme ou une femme derrière. Et ça, c'est vrai il faut certainement pas l'oublier, mais il y a un nom qu'on met à un moment donné en évidence, et on ne met pas nécessairement celui qui en est chargé, et donc nécessairement ça induit des accointances.
qui peuvent être intellectuelles, philosophiques, ou qui relèvent de la curiosité. Tiens, qu'est-ce qu'Angot, que je n'aime pas particulièrement, pourrait faire dans ce musée, dont je ne connais pas particulièrement bien l'œuvre, c'est ça que vous disiez. Donc, je pense que ça, c'est propre à absolument chaque exposition qui tente de nouvelles choses, en fait, aussi. Voilà. Et bien souvent, le problème, c'est qu'en fait, on ne voit que la face émergée de l'iceberg qui est l'exposition et qu'il n'y a pas tout ce travail de... Ça, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites toutes les deux, et on en parlait tout à l'heure à l'heure du déjeuner. Je trouve qu'on n'explique pas assez ce qu'est le genre de l'exposition. Alors vraiment, moi, et le travail que ça représente. Je disais tout à l'heure en anecdote que quelque chose, je l'en parlais avec Sofiane, un monsieur, il y a quelques années, une exposition que j'avais faite, et un monsieur d'un certain âge, qui avait l'air d'être habitué de venir au musée, me dit comme ça: ah oui, mais pour vous, madame, c'est facile de faire des expositions. Alors, comme je ne trouve pas ça si facile, je suis toujours assez bien élevée, etc. Je lui dis: oui, monsieur, mais peut-être pas tout à fait. Enfin, je n'ai pas osé trop le contredire, mais pas tout à fait. Il me dit: bah si, c'est facile. Vous avez le catalogue. Je lui dis: mais vous savez, le catalogue, c'est nous qui l'écrivons. C'est-à-dire que au départ, il n'y a rien ou il y a tout, peu importe, mais rien ou tout, ça revient au même de toute façon. Voilà. Et je pense que cette réflexion qui m'a beaucoup interloquée, c'était il y a 4-5 ans, d'un monsieur qui visiblement avait l'air d'être très habitué de venir dans les musées, m'a fait dire qu'on ne dit pas assez ce que c'est que la démarche. Qu'en fait, cette démarche, elle est extrêmement personnelle, subjective. Même quand on fait des monographies, j'étais commissaire de la monographie de Courbet au Grand Palais il y a maintenant une dizaine d'années, presque 15 ans. C'est évidemment subjectif quand on décide de montrer tous les autoportraits de Courbet qui n'ont jamais été présentés auparavant dans les monographies. C'est subjectif. Quelqu'un d'autre aurait fait quelque chose d'autre. Mais ça, on ne le dit finalement jamais, et on en parlait tout à l'heure au déjeuner. Les critiques, que ce soit dans les grands journaux français, belges, suisses, etc., ne disent jamais ça. Ils nous font des critiques sur Courbet lui-même, ils ne le font pas sur l'exposition, sur le choix, sur la scénographie, alors que c'est fondamental. On parlait de la scénographie tout à l'heure, c'est fondamental. Donc ça, je crois qu'il y a aussi quelque chose à dire. Il faut qu'on le dise mieux. Je pense qu'on a un vrai rôle par rapport à ça. Oui, en fait, vraiment pour rebondir un peu sur ces questions de, finalement, en effet, c'est la rencontre d'une institution qui fait bloc quelque part avec une altérité, quelqu'un qui vient de l'extérieur, et donc qu'il faut intégrer, qu'il faut essayer de greffer à ce système qui est mis en place. Moi, j'ai trouvé deux choses intéressantes dans ce que vous avez mis en avant. Déjà, la plus-value, parce qu'on a insisté beaucoup sur le fait que ça ne marchait pas toujours très bien, le rouage, quand on fait venir un grain extérieur, de faire fonctionner la mécanique institutionnelle, mais qu'en grippant ce faisant la mécanique institutionnelle, in fine, il y avait aussi une plus-value, c'est-à-dire qu'on dessillait le regard de l'institution sur elle-même, on apportait une part d'altérité. Ça se manifeste bien évidemment par la programmation culturelle, et ça a impulsé sans doute une programmation culturelle qui était intéressante pour vous et qui se continue ce faisant. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une vraie plus-value. Rien que pour ça, ça valait la peine. L'autre chose qui m'a interpellé, elle est à double dimension. C'est d'une part les textes qui ont été écrits par Christine Angot dans l'exposition. Que deviennent-ils? Est-ce qu'on en a fait quelque chose? Est-ce qu'ils sont restés au stade de médium de l'exposition, et donc ils ont perdu, et je trouve que c'est une vraie déperdition. Ouais, alors ça c'est un de mes regrets, c'est qu'ils sont restés simplement c'est-à-dire que c'est moi qui les ai, et j'ai pu vous le refaire parce que j'ai ça dans ma machine en fait, voilà, c'est les éléments. Moi j'aurais bien aimé qu'on les puisse en faire quelque chose, un petit livret par exemple qui aurait pu être édité, etc. Elle n'a pas voulu. Okay. Alors ça, je sais pas, je pense que là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais moi je suis pas historienne de la littérature, donc vous l'êtes, et je pense que vous pourrez mieux le juger que moi. Je pense que dans son rapport à sa littérature d'ensemble, qui revient toujours quand même par rapport à sa propre existence, elle a pas voulu ça, parce que nous on le voulait et on était prêt à le faire. Maintenant, ce qu'on va sans doute faire, parce que ça maintenant ça nous appartient, c'est le mettre par exemple sur le site internet ou des choses comme ça, donc que ça existe. Et ça me semble effectivement important, et ça me semble effectivement intéressant. C'était ma question en fait. Est-ce qu'il y avait un catalogue associé à cet événement? Non, il n'y avait pas de catalogue, puisque c'était un accrochage de notre collection, donc il n'y avait pas de catalogue associé. Il y a eu
dans Grande Galerie du Louvre, vous savez qu'il y a la revue là, du musée du Louvre, il y avait un 6 ou 8 pages, donc assez long quand même, que j'ai pas pensé à rapporter, pardon, j'ai oublié, à vrai dire, j'aurais pu l'apporter, j'ai complètement oublié. 6 ou 8 pages qui étaient dédiées, et donc qui faisaient une sorte de livret, mais comme c'était un accrochage, pas une exposition, toutes les œuvres venaient du musée de la Croix, donc du coup, on fait en général pas, on n'en avait pas fait pour Georges Sand non plus, on n'en fait pas dans ces cas-là. C'est intéressant parce que ça montre aussi qu'elle ne s'est pas complètement non plus appropriée cette expérience, ne serait-ce que parce qu'elle n'a pas voulu que ces textes-là aient une postérité. Elle a eu une position assez ambivalente parce qu'à côté de ça, elle a été très présente quand même physiquement. Donc ça mériterait d'être creusé. Moi, je ne suis pas spécialiste de son œuvre en aucune façon, puis je n'ai aucun titre pour faire ça, mais ça serait intéressant. Elle n'a pas été présente, mais elle l'a été. Non, mais à ce propos, je pense que la chose qu'on ne dit pas beaucoup depuis tout à l'heure, c'est-à-dire on parle effectivement des écrivains comme la personne extérieure, le grain de sable, face à une institution qui fait bloc. Alors, Jacques, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord que la parole institutionnelle, elle n'est jamais libre. Elle est jamais libre, elle est jamais entièrement libre, elle est toujours conditionnée par des tas de choses, c'est normal, c'est des gens qui sont des professionnels et qui donc ont un discours qui est un discours codifié, encadré, etc. Les écrivains sont supposés avoir une parole plus libre, donc il faut intervenir des choses qui peuvent parfois être un peu même... voilà, bon. Mais c'est d'abord, me semble-t-il, avant d'être une figure sociale... médiatique, mais sociale. Avant d'être une fonction sociale de l'écrivain, c'est d'abord une œuvre. Et moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, j'avais pas vu les critiques, le copinage, tout ça, ça m'intéresse pas tellement, parce que pourquoi pas, à vrai dire. Mais pourquoi pas si l'œuvre est là? Il y a des écrivains dont l'œuvre est travaillée par, pas nécessairement d'ailleurs par la question des arts plastiques ou de l'image de manière thématique, mais est travaillée par la question du temps, par la question de la trace, par la question de la ruine, par la question de l'archéologie. Et moi, il me semble que moi, ce que j'entends, c'est que vous avez joué votre rôle institutionnel à plein en prenant à bras-le-corps ce projet, c'est ce que j'entends dans ce que vous dites, face à un écrivain qui, lui, était un peu étranger à ces problématiques-là, parce que son œuvre n'est pas du tout de cet ordre. Non, pas du tout de cet ordre. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça, mais en même temps, elle en avait envie. Et ce qui était amusant, c'est que, parce que j'ai questionné ce qu'elle faisait sur d'autres éléments, comme par exemple ce qu'elle a pu faire au théâtre, dans d'autres genres ou dans la musique. En fait, elle se comporte comme ça. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, elle faisait œuvre, peut-être même y compris malgré elle, ou je ne sais pas comment dire, enfin, là aussi, on rentre dans des sujets complexes, parce que son œuvre, c'est ça. Puisque, je suis encore une fois pas du tout spécialiste, mais ce rapport qu'elle a à elle-même et à... Ce qui est très fort chez Christine Angot, et ça a été vraiment la soirée, par exemple, des 25 ans, moi j'ai regretté qu'on n'ait pas pu en faire un DVD derrière, alors ça a été enregistré un jour ou l'autre, peut-être ça pourrait être fait, parce que c'est vraiment, ça a été assez extraordinaire, parce que Angot, puisque dans les 25 personnes, il y avait Christine Angot, et elle avait voulu qu'il y ait moi, donc il y avait moi aussi et elle, et ce qui est incroyable, c'est la manière très, comment dirais-je, forte qu'elle a eue de s'inscrire dans cette démarche-là, parce que ça revenait sur elle-même. Je pense que l'œuvre d'Angot, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est ce retour perpétuel, et là, on peut la juger comme on veut. Non, mais c'est pas la question. Mais, c'est pas une question d'une certaine manière, du coup, c'était la thématique qu'on avait choisie était juste par rapport à ce qu'elle était. Je pense que par ailleurs, je ne sais pas comment le dire ça bien, et sans que ça paraisse ni ridicule, ni prétentieux, ni quoi que ce soit, mais elle a été, comment dirais-je, relativement interpellée par ma propre position à moi, pas par ma personnalité, parce que ma personnalité, elle doit être assez banale, mais par ma propre position, et que finalement, je me suis rendu compte que elle n'avait pas tant l'habitude que ça, que les choses soient faites avec un autre objet de désir ou avec un dialogue d'objets de désir. Voilà. Après, je voudrais pas être trop psychanalytique ni quoi que ce soit, mais vous voyez, je pense que ça, il y avait cette habitude-là qu'elle n'avait pas, et ça a aussi étayé le propos. Ça a rendu, c'est pour ça que tout ce qui était rencontre a été extrêmement fort et extrêmement intéressant, je trouve. Si je peux me permettre, pour la question de la programmation culturelle, parce que
Vraiment, oui, je pense vraiment une microseconde, hein, parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Parce que tout à l'heure, vous parliez de l'Ecclésio, Umberto Eco et tout ça. Eux ont été invités au Louvre, non pas en tant que commissaire, mais en tant que concepteur d'une programmation culturelle, auquel s'est ajoutée une exposition qui a été commissariée par, à l'époque, c'était Marie-Laure Bernadac, donc, qui donnait le thème, et elle constituait l'exposition. Là, j'ai l'impression que c'est comme l'inverse avec votre cas, c'est qu'elle était invitée, et donc c'est qui a créé la programmation culturelle? Est-ce que c'est encore... C'est elle qui a soufflé. Ça, tout, c'est tout. J'ai mis Branche, Simon Gréchy, les 25 invités, c'est elle qui les a invités, c'est elle qui avait envoyé les mails, c'est elle qui avait, enfin, tous ces éléments-là. Par ailleurs, j'étais au Louvre, puisque j'étais conseillère d'Henri Loirette au moment de Umberto Eco et de l'Ecclésio. La programmation, c'était pas directement ni l'Ecclésio ni Umberto Eco qui la faisait. Hein. Là, pour le coup, à ce moment-là, ça a été le seul grand invité du Louvre qui a fait sa programmation. Et c'était d'ailleurs absolument remarquable, c'était Patrice Chéreau. Les autres, ça a été fait par l'Auditorium du Louvre, la programmation. Oui, en partenariat avec... Non, mais pas en partenariat, ça a été fait par l'Auditorium du Louvre. Non, pardon, là, vraiment, j'étais là, donc je sais de quoi je parle. Alors que là, pour Angot, c'est vraiment elle. Hein. Jamie Branch, c'est elle qui l'a appelée, elle l'avait rencontrée à New York. Moi, je ne la connaissais pas du tout. Elle est absolument stupéfiante. Gréchy, c'était un ami de son compagnon qui est musicien. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment elle, complètement. Et Thierry Thione-Yang, elle avait travaillé avec lui par rapport au film que Thierry avait fait avec Valéria Brunet Tedeschi. Donc voilà. Donc là, vraiment, il y a eu vraiment vraiment, c'était elle qui s'est occupée de tout ça. Et franchement, ça a été des moments très, très, très remarquables. Et l'invitation d'une classe d'Aubervilliers avec Thierry, par exemple, ça, c'était vraiment génial. Enfin, c'était un moment Donc, en fait, extraordinaire. On va s'arrêter là, mais émerge un nouvel objet qui pourrait nous intéresser l'année prochaine, la programmation culturelle, qui fait partie de l'expo et qui est très méconnue, qui n'a pas été étudiée en tant que telle. Qui fait partie de l'expo. Comme à côté. Qui fait partie de l'expo. Moi, maintenant, mes nouvelles fonctions, je dirige une direction qui est assez importante en nombre de personnes et aussi en enjeux, puisque ça recouvre à la fois les expositions, la médiation et l'auditorium et les éditions, donc c'est pas mal, on peut dire comme ça. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui beaucoup ce que je suis en train de questionner avec mes équipes, c'est comment on accompagne une exposition. C'est-à-dire que plus ça va, et des expositions j'en ai fait vraiment beaucoup, donc je sais à peu près de quoi je parle, plus ça va, plus je pense qu'il ne faut pas avoir de réponse systématique pour une exposition. Il n'y a pas si longtemps, on disait, bon alors une expo, c'est dans une grande institution, mais au Mucem, vous parlez du Mucem, Emmanuel, c'est pareil. Hein. C'est grosso modo au Louvre, au Mucem, c'est donc l'expo, un catalogue, un film, un concert, et puis bon. Et je pense qu'il faut qu'on sorte complètement de ce systématisme qui est en fait assez ennuyeux et qu'il y a des expositions dans lesquelles il ne faut pas faire de catalogue mais il faut faire un film, d'autres pour lesquelles il faut une très vive programmation, d'autres pour lesquelles il en faut moins. Et je pense qu'il faut qu'on arrête ça et qu'on assume l'exposition comme un genre de la représentation au sens rehearsal du terme, c'est-à-dire au sens théâtral du terme, quoi. Vraiment là pour le coup, parce que c'est ce que c'est, et en faisant varier. Et ça, moi vraiment, j'en suis maintenant intimement persuadée. Juste pour finir, parce que j'étais vraiment trop longue, il y a une exposition, ma dernière exposition dont je suis commissaire au musée de la Croix, et j'ai des invitations pour vous, je vous les donnerai, ouvre mardi, ça s'appelle La création à l'œuvre, autour de l'élaboration artistique chez Delacroix, et en ayant invité 3 jeunes artistes, parce que ça m'intéressait d'en faire un lieu vivant. Donc il y a 3 jeunes artistes qui sont invités à créer, qui ont été invités à créer. On a fait un catalogue que malheureusement je n'ai pas pu vous apporter parce qu'on l'a reçu qu'hier et je n'ai pas eu le temps d'aller le rechercher. Mais en fait, je me suis dit, c'est un peu bête, et je me parlais à moi-même, hein, c'est un film qu'il aurait fallu faire sur un sujet comme celui-là, et on aurait pu avoir juste un leaflet, enfin une brochure de quelques pages, et faire un film. Donc je crois qu'il faut qu'on sorte de ce systématisme, et qu'on invente quelque chose, et que du coup on installe l'objet exposition comme ce qu'il est, parce que c'est un objet de représentation, c'est un objet vraiment... Et c'est ça qui le rend passionnant.